Bonsoir, voici les titres de ce journal. Au lendemain des mises en examen d'Alain Juppé, interrogation sur les suites judiciaires et la mise en cause possible de l'ancien maire de Paris, le président Jacques Chirac. La totalité de l'ancien gouvernement d'Alain Juppé exprime sa solidarité, ainsi que le RPR. Le président du RPR, M. Philippe Séguin, est notre invité. Les abords de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, lieu d'affrontements violents entre rebelles et fidèles du président Kabila. Aux États-Unis, l'ouragan Bonnie approche des côtes de Caroline du Nord, 500 000 personnes évacuées. Cycliste, championnat du monde sur piste, ça commence très bien. Une première médaille d'or il y a quelques minutes pour le Français Arnaud Tournant dans l'épreuve du kilomètre. Et dans une vingtaine de minutes, une autre épreuve avec 2 Français en finale. L'affaire dite des emplois fictifs de la mairie de Paris, pour laquelle le juge d'instruction Patrick Desmures a mis en examen l'ancien Premier ministre Alain Juppé, pourrait avoir des prolongements. Hier, M. Juppé affirmait qu'aucun permanent RPR n'avait été rémunéré par la mairie de Paris. Mais l'enquête judiciaire pourrait s'élargir au financement du parti gaulliste. La Chambre régionale des comptes serait sur le point de transmettre des éléments nouveaux à ce sujet. Voici en détail le contenu du dossier qui a conduit aux mises en examen de M. Juppé. Explication Olivier Caroff, Jean-Baptiste Prédali. Des explications sur le financement du RPR, Alain Juppé estime en avoir suffisamment donné pour l'instant. Mis en examen pour 5 motifs différents, il se dit décidé à assumer ses responsabilités de secrétaire général puis de président du parti gaulliste dans une affaire d'emploi fictif. Ma bonne foi est entière. Quand je suis arrivé en 88, on était dans un état de confusion totale. Quand je suis parti en 95-97, la situation était complètement apurée parce que la loi avait dit ce qu'il fallait faire et qu'on se conformait à la loi. Si on a mis trop de temps, il y a peut-être là effectivement quelque chose qui peut être reproché. Chargé de l'enquête, le juge Desmures s'intéresse à 2 catégories d'employés du RPR. Certains cadres du parti auraient été salariés par la mairie de Paris, donc avec de l'argent public. Cela vaut à Alain Juppé une mise en examen pour détournement de fonds publics. À l'époque, il était à la fois numéro 2 du RPR et adjoint aux finances de la capitale, d'où les mises en examen supplémentaires pour prise illégale d'intérêt et abus de confiance aggravés. Non, la ville de Paris ne paye pas et ne payait pas des permanents du RPR. D'autres permanents du RPR auraient vu, eux, leur salaire pris en charge par des filiales de Bouygues, de Vivendi et des entreprises de BTP. Un financement privé qui pourrait relever de l'abus de biens sociaux et de l'abus de confiance. Là, Alain Juppé est mis en examen pour complicité et recel. Dans ce volet du dossier, un ancien trésorier du RPR a cité après sa mise en examen le nom de Jacques Chirac. Au moment des faits, le président de la République dirigeait à la fois le RPR et la mairie de Paris. Pour Alain Juppé, il est hors de cause dans cette affaire, mais l'instruction en cours pourrait à présent s'étendre au financement de la dernière campagne présidentielle de Jacques Chirac. Les enquêteurs étudient d'autres contrats de travail de la mairie de Paris. Certains des bénéficiaires de ces emplois publics auraient été affectés à plein temps à l'organisation de cette campagne. À la sortie du Conseil des ministres, ce matin, le ministre des Relations avec le Parlement, Daniel Vaillant, déclarait que le gouvernement ne ferait aucun commentaire sur des procédures en cours. Mais désormais, Olivier Caroff vous le disait, c'est le nom du président de la République qui est prononcé avec cette question. L'ancien maire de Paris pourrait-il être entendu par la justice? Et là, les analyses divergent. Explication Dominique Verdeillan et Michael Darmon. Une conférence de presse prévue de longue date pour le début de l'après-midi. Pour faire un bilan, pour parler de l'avenir, mais pas pour parler de l'affaire. Mais vraiment pas un mot. C'est un point de droit. Pas un mot. Peut-être, eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire de commentaires. Voilà. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, Elisabeth Guigou avait seulement déclaré « Je laisse la justice faire son travail, les juges d'instruction sont indépendants ». Une petite phrase astucieusement prononcée dans la cour de l'Élysée. Car politiques et juristes s'interrogent. Jusqu'à présent, aucun juge d'instruction ne s'est intéressé de près à un chef de l'État. La Constitution elle-même n'est guère prolixe. Un seul article. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Mais pas un mot sur les faits commis avant la présidence ou hors fonction présidentielle. En 1995, Jacques Toubon, alors garde des Sceaux, s'était déjà inquiété de ce vide juridique. Aujourd'hui, chacun y va de son interprétation. Pour certains, le président jouit d'une immunité totale. Une fois qu'il termine ses fonctions, évidemment,
n'importe quel juge peut s'en prendre à lui s'il y a lieu. C'est bien une immunité, ça n'est pas une impunité. Mais aussi longtemps qu'il est à l'Élysée, en quelque sorte, Jacques Chirac n'existe plus, seul existe le président de la République. On veut faire dire à notre Constitution que le président de la République serait couvert par une immunité juridique absolue. C'est une interprétation que je trouve abusive et qui, sous prétexte d'éviter les dérives judiciaires américaines, entretiendrait les excès monarchiques français. Seul, dans son cabinet à Nanterre, le juge devra trancher, au regard de la Constitution, au regard surtout du dossier d'instruction. Monsieur Séguin, bonsoir. Bonsoir. Hier, vous avez exprimé fortement, comme les membres du RPR, comme les membres de l'ancien gouvernement de M. Juppé, votre solidarité, votre soutien entier. Et ma confiance. Et votre confiance. Mais est-ce que le maire de Paris pouvait ignorer ce que faisait son adjoint aux finances? Écoutez, le maire de Paris, il a 40 000 fonctionnaires. Alors, si tel ou tel fait devait être avéré, il faudrait venir lui reprocher de ne pas avoir suivi jour après jour l'assiduité de chacun des 40 000 fonctionnaires. Non, je crois qu'en matière de responsabilité du président de la République, disons les choses, il faut arrêter de fantasmer. On a fantasmé parce que Mme Guigou, il lui est arrivé d'être plus prolixe que ce soir. Là, elle a des consignes de M. Jospin. Elle a des consignes de M. Jospin de se taire. Elle doit avoir des consignes particulières parce qu'elle, quand elle dérape sérieusement. Et elle avait dit en particulier que le président de la République était un justiciable comme un autre. C'est pas votre avis? Mais c'est pas ce que dit la Constitution. Enfin, il y a divergence. Non. Il y a des gens qui sont très minoritaires qui prétendent que non. Moi j'ai une preuve en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale qui me paraît évidente. Qu'a voulu le constituant de 1958, dans d'ailleurs la tradition républicaine et dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. Il a voulu que les principaux acteurs du jeu politique soient protégés. Je prends l'exemple des sénateurs et des députés. Jusqu'à 1995, c'est-à-dire jusqu'à une réforme constitutionnelle que j'ai inspirée, pour mettre en cause un député ou un sénateur, pour le poursuivre, pour le mettre en examen, il fallait demander l'autorisation de l'Assemblée à laquelle il appartenait. Rappelez-vous de l'affaire Tapie. Tapie, mais Emmanuel aussi. Grand débat, etc. Bien. Alors, si on suivait par exemple M. Duhamel, ça voudrait dire que la Constitution aurait prévu une moindre protection pour le président de la République que pour les députés. Donc le président de la République n'est pas un citoyen comme les autres, si on lit la Constitution. Eh bien non, c'est pas un citoyen comme les autres. Et je crois qu'une mise en cause du président de la République dans ce type d'affaires est infondée constitutionnellement, de la même façon qu'elle est absurde pratiquement. Parce que pas plus que le maire de Paris, le président du RPR, ne pourrait être inquiété. Le président du RPR, Alain Juppé, l'a excellemment expliqué. Il est là, et je suis bien placé pour en parler moi aussi, pour définir les grandes lignes d'une action politique. Il n'est pas là pour assurer une gestion qui est de la responsabilité du secrétaire général. Monsieur Séguin, le Monde affirme que vous avez fait licencier des permanents du parti quand vous avez pris en charge du RPR. Parce qu'effectivement, vous pensiez que la gestion n'était pas claire? Mais pas du tout, mais pour une raison simple qui nous ramène à notre sujet. Aujourd'hui, contrairement à ce qui existait avant 1988, et pendant la période transitoire de 88 à 95, l'essentiel des ressources des partis politiques viennent de la subvention publique. Actuellement, pour l'année 1997, si je ne m'abuse, le pourcentage dans nos recettes du RPR, ça pourrait être la même chose pour les autres partis, de ce qui vient de l'État, c'est 77,1%. Qui est au prorata de vos élus, hein, d'ailleurs. Voilà. Comme il ne vous a pas échappé qu'en 1997, on a eu moins d'élus un petit peu moins qu'avant, en 93, par définition, notre budget, du coup, s'est trouvé rabaissé. Et j'ai dû faire comme fait un entrepreneur en difficulté, c'est-à-dire procéder malheureusement à des licenciements. Monsieur le Président, diriez-vous, comme certains, que nous sommes en plein état de droit avec cet exercice des juges ou que c'est un abus de droit? Écoutez, je crois qu'il y a 3 questions auxquelles on ne peut pas échapper et qui résument toute cette affaire, qui ne concernent pas que le RPR, qui ne concernent pas que l'opposition, qui concernent tout notre système politique. Première question, est-ce que M. Juppé est un homme honnête? Et est-ce qu'il a agi honnêtement? La réponse est oui. Je n'ai d'ailleurs entendu personne prétendre le contraire. Deuxième question, est-ce que le juge applique la loi? La réponse est oui aussi. Alors il y a incontestablement une contradiction entre les deux réponses. Donc il faut la changer. D'où une troisième question. Est-ce que la situation actuelle, avec cette contradiction, ce genre de contradiction, est saine
en termes d'équité et saine pour la démocratie? La réponse est non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis dans une seringue. On est passé de 88, pas de législation sur le financement des partis, à 95, à un système tout à fait nouveau. On n'y est pas passé d'un seul coup. Il a fallu 3 lois pour arriver à un système qui marche. 88, 90, 95. Voté par la gauche et la droite, Absolument, dans un consensus. Pourquoi 3 lois? Tout simplement parce qu'on n'avait pas trouvé le bon système. Ce qui explique que certains cas litigieux aient pu continuer à exister entre 88 et 95. Et en particulier certains emplois fictifs. Monsieur Séguin, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous demandez au Premier ministre une nouvelle loi Eh bien écoutez, oui, je lui demande une nouvelle loi, je lui demande de prendre ses responsabilités parce que tout ça est très dangereux pour la démocratie. Très dangereux pour la démocratie parce que la démocratie est discréditée, parce que des gens honnêtes sont poursuivis, et parce que la classe politique souffre d'un discrédit qu'elle ne mérite pas. Or, ça peut durer pendant 10 ou 15 ans, parce qu'avec le système de l'abus de biens social, ça peut durer. Monsieur Séguin, est-ce que vous n'auriez pas été plus fort si vous aviez réclamé cela au moment de l'affaire Emmanuelli, par exemple? Écoutez, lorsque monsieur Emmanuelli a connu les problèmes auxquels vous faites allusion, moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je lui ai fait part de ma solidarité. Il peut en témoigner, et je n'ai pas été de ceux qui ont tenté d'exploiter politiquement cette affaire, parce que c'est vrai que nous étions dans un problème analogue. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez posé la question, je vais essayer d'y répondre. Il ne s'agit pas de faire une loi d'amnistie, d'autant que celle de M. Rocard en 90 nous a fait beaucoup de mal, et explique d'ailleurs les insuffisances de la législation actuelle. Non, je ne demande pas ça. Je demande simplement qu'on fasse la part entre ceux qui se sont conduits honnêtement et ceux qui ont pu faire des malhonnêtetés. C'est-à-dire non pas une loi d'amnistie, mais une loi qui dise, s'agissant de la période transitoire de 88 à 95, qui donne la liste précise des faits délictueux qui doivent être mis en cause. Merci, Monsieur Séguin. Dans le Jura, à Lamoura, pendant 4 jours, les Verts vont réfléchir, et principalement à la composition de leur liste pour les élections européennes de l'année prochaine. Tout converge pour prévoir que ce sera Daniel Cohn-Bendit, celui qui se qualifie aujourd'hui de bâtard européen dans le journal Le Monde, et qui sera donc tête de liste. Reportage Alban Mikosi, Pierre Moscovici. C'est un peu la parabole du fils prodigue, le plus doué, celui qui était parti. 30 ans plus tard, dans un grand numéro de charme, Daniel Cohn-Bendit est de retour à la conquête des Verts. Non, je veux dire, je ne prends pas de revanche. Pourquoi dire le revanche, c'est un côté comme ça, guerrier. Est-ce que, si vous me demandez, est-ce que je prendrais mon pied à faire une campagne en France? Là, je vous dirais oui. Tout ça pour ça, donc. D'aucuns voient en sa candidature un coup médiatique. Cet objectif-là, au moins, est atteint. Mais l'enjeu majeur de cette université d'été des Verts, c'est la rencontre entre le trublion talentueux et les militants à convaincre. C'est vrai qu'il a pu donner l'impression de forcer un peu la porte par les médias, mais c'est à partir du moment où il a réellement fait le travail vis-à-vis des Verts eux-mêmes, de les convaincre de l'utilité de sa candidature, qu'il a commencé à les convaincre réellement. Je crois qu'aujourd'hui... Alors, cet après-midi, Daniel Cohn-Bendit a planché sur ses propositions en matière de politique européenne. Il a parfois été contesté. Est-ce que vous n'êtes pas en vérité plusieurs Cohn-Bendit là-dedans, à pouvoir tenir, et avec quel talent, quelle virtuosité, plein de discours différents selon le moment? Le rappel est clair, à Cohn-Bendit de marteler un discours de campagne clairement offensif. Solidarité avec qui, sur qui? Avec Chevènement sur l'Europe, avec Jospin, avec Robert Hue. Alors, solidarité gouvernementale sur l'Europe, alors là, ça doit être très très difficile. Hein. C'est vraiment le service minimum commun. Là, c'est pendant la grève, rien ne marcherait. Hein. Daniel Cohn-Bendit part avec un objectif. Voilà. Au moins 7% des voix aux européennes à réussir. Sinon, il pourrait se retrouver à nouveau bien seul. Alors... Cet après-midi, à l'Élysée, le président Jacques Chirac a développé longuement son analyse de la situation internationale devant la conférence des ambassadeurs. L'occasion pour le chef de l'État d'évoquer le rôle de l'Asie, la situation au Kosovo et en Russie et d'appeler la communauté internationale à aider l'Afrique. Monsieur Chirac. Les événements qui continuent de marquer l'Afrique centrale illustrent de façon dramatique les résultats d'actions fondée sur l'ingérence extérieure et l'emploi de la force pour s'emparer de l'État au mépris de l'intérêt des peuples et des droits de l'homme. La communauté internationale doit aider cette région
à s'engager résolument sur le chemin de la stabilité, de la démocratie, du développement. Et à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, un couvre-feu a été instauré pour une période illimitée. Les troupes rebelles affirment contrôler certains quartiers de Kinshasa et ont lancé une attaque sur l'aéroport de la capitale congolaise. Reportage Jérôme Bonny, Patrick Deschmecker. Cet après-midi, à 15 h, la radio congolaise annonce le couvre-feu à Kinshasa. Ce couvre-feu sera maintenu tant que les forces armées se livreront à leur tâche patriotique de faire rendre gorge et d'écraser l'infâme que représentent les envahisseurs rwandais et ougandais. Toute la journée, les rues sont désertes. Les rares Kinois qui s'aventurent dehors sont contrôlés par les forces de sécurité. À l'aube, la ville avait été réveillée par des explosions sourdes, le pilonnage, semble-t-il, d'un groupe de rebelles repliés dans la forêt de Mikonga près de l'aéroport. Kinshasa, aujourd'hui, a toutes les apparences d'une ville en état de siège. D'après nos informations, il s'agit d'opérations de nettoyage de poches de résistance fidèles à la rébellion. Prenant la relève du président Kabila, le porte-parole du gouvernement se sert des ondes pour mobiliser les populations. Un appel pressant est lancé à tous les jeunes pour se constituer en force d'autodéfense pour la prise en charge de la sécurité de nos quartiers et de notre ville de Kinshasa. Nous, journalistes, n'avons pas eu le droit aujourd'hui de travailler dans les rues de Kinshasa. Nous avons entendu à la radio et à la télévision congolaise tous ces appels à la vigilance lancés aux populations, montrant du doigt ses ennemis de l'intérieur, mais il nous est difficile d'appréhender la réalité de la présence de la rébellion à Kinshasa et dans ses environs. À Londres, le Parlement britannique est convoqué la semaine prochaine pour voter une législation antiterroriste nouvelle. Il s'agit avant tout de combattre les adversaires du plan de paix en Ulster après l'attentat à Domag. Puis on a appris aujourd'hui que le président américain Bill Clinton se rendrait à Omagh le 3 septembre prochain. Le plan antiterroriste donc de Tony Blair veut également répondre aux demandes américaines ou européennes de lutte contre les extrémistes islamistes. À Londres pour France 2, commentaire Étienne Lénart. Main dans la main, voici donc Tony Blair et son homologue de la République d'Irlande du Sud engagés dans ce qu'ils espèrent être la lutte finale contre le terrorisme nord-irlandais. Le Premier ministre britannique, qui hier est venu à Omagh témoigner sa solidarité aux familles des victimes de l'attentat du 15 août, a choisi la manière forte et des mesures exceptionnellement sévères pour que le carnage d'Omagh soit vraiment le dernier. Désormais, tout individu suspect pourra être condamné sur la foi des déclarations d'un haut responsable de la police d'Irlande du Nord. Et tout suspect qui refuserait de répondre aux questions lors d'un interrogatoire sera considéré comme coupable. Certes, ces dispositions sont à la hauteur de l'émotion provoquée par l'attentat d'Omagh, mais déjà elles entraînent des réactions contrastées. Le mécontentement des catholiques, par exemple, qui craignent un renforcement des pouvoirs de la police d'Irlande du Nord, majoritairement composée de protestants. Mais Tony Blair a ainsi voulu donner un avertissement particulièrement sévère, qui ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux activistes nord-irlandais. L'autre cible du gouvernement britannique, ce sont ces organisations islamistes qui profitent de l'asile offert par la Grande-Bretagne pour encourager les intégristes musulmans du monde entier à mener une guerre sainte contre l'Occident. L'islam est l'idéologie suprême, celle qui s'imposera au monde, et bientôt le drapeau islamique flottera sur Downing Street à Londres et sur la Maison Blanche à Washington. La nouvelle loi, si elle est votée, pourrait condamner sévèrement les organisations basées en Grande-Bretagne et soupçonnées de conspiration en vue d'un acte terroriste, de quoi calmer l'inquiétude de pays qui régulièrement accusent la Grande-Bretagne d'offrir aux terroristes un asile doré. Les compagnies d'assurance répondent aux demandes du Congrès juif mondial. Le français AXA et d'autres compagnies allemandes et suisses ont décidé de mettre sur pied une commission internationale chargée d'examiner les archives des assureurs et les plaintes des rescapés de l'Holocauste. Les demandes d'indemnisation sont estimées à 2,5 milliards de dollars. Aux États-Unis, c'est un véritable déluge de pluie, de vent violent qui est en train de s'abattre sur les côtes de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud. L'ouragan Bonnie serait accompagné de tornades. On craint des inondations. 1 demi-million de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Vous voyez ces images qui nous ont été transmises par la NASA qui montrent bien cet ouragan Bonnie qui approche des côtes de la Caroline du Sud et du Nord. Donc 500 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs habitations, notamment le long des côtes. Commentaire de notre correspondant aux États-Unis, Dominique Derda.
Les premières bourrasques, des vents à plus de 100 km/h et ce n'est qu'un début. Le pire est encore à venir. L'ouragan vient d'atteindre les côtes du sud-est des États-Unis. La Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie sont les premiers États touchés par la tempête. Bonnie se déplace lentement, mais plus on se rapproche de l'œil du cyclone, plus la vitesse du vent augmente. Elle pourrait atteindre les 200 km à l'heure. Dès hier, ordre a été donné d'évacuer toute la zone côtière. Près de 500 000 personnes, des touristes pour la plupart, ont dû prendre la route vers l'ouest. Ça fait 30 ans qu'on vient ici. On en a déjà vu des ouragans, mais c'est la première fois qu'on doit s'en aller comme ça. Avant de partir, il a fallu barricader portes et fenêtres, fixer ceux qui pouvaient l'être, mettre à l'abri tous ceux qui risquaient de s'envoler, en priant le ciel pour que l'ouragan poursuive sa route vers le nord. Bien sûr, on prend la menace très au sérieux et on se prépare. Car tous ici savent à quel point ces cyclones peuvent être dévastateurs. Ils savent, pour l'avoir vu de leurs yeux, comment les vagues poussées par les vents peuvent atteindre 4 ou 5 mètres de haut et tout balayer sur leur passage. Le dernier cyclone qui a touché la région, c'était en 96, a fait 34 morts et pour plus de 3 milliards de dollars de dégâts. Ceux qui ont choisi de rester, et ils sont peu nombreux, sont à l'heure actuelle calfeutrés dans leur maison. Seuls les services de secours et encore osent s'aventurer au dehors. La journée et la nuit promettent d'être longues. Le commerce extérieur de la France a enregistré un nouvel excédent au premier semestre de cette année, un excédent de près de 85 milliards de francs. C'est tout bon, a déclaré le secrétaire d'État au commerce extérieur, en recommandant d'aider davantage les PME à l'exportation. En prévision de la rentrée scolaire la semaine prochaine, la vente de micro-ordinateurs s'accroît. Résultat de la concurrence, les prix sont à la baisse et de façon spectaculaire, puisque certains matériels sont proposés à moins de 4 000 francs quand même. Il est vrai que seuls 18% des foyers français disposent actuellement d'un ordinateur. Reportage Marie-Pierre Samitier, Jocelyn Lermusio. Les prix cassés ont bien attiré les clients. Dans cette chaîne de magasins, 5000 ordinateurs ont déjà été vendus. Les consommateurs bénéficient de la guerre commerciale que se livrent les marques entre elles. Devant la demande des constructeurs, notamment C-Box, il y a eu une concurrence qui s'est créée entre les fabricants de processeurs, que ce soit Intel, AMD ou Cyrix, et chacun a essayé de remporter ce marché. Et donc il y a forcément eu des efforts qui ont été faits. Il faut être vigilant. Parmi les promotions, certaines sont des marques, d'autres des assemblages. Comme ici. Pour la rentrée scolaire, on constate une forte demande pour les premiers prix, alors qu'à Noël, les consommateurs achètent plus cher. Cette famille, 3 enfants, s'interroge sur l'ordinateur à 3 990 francs, écran 14 pouces. Attention, pour l'écran 15 pouces, plus confortable, ce sera 300 francs plus cher. C'est un 2 Go 1. Ça va nous suffire, donc 2 Go 1, c'est déjà énorme pour une première machine. Bon, pour un enfant, donc d'après ce que je vois, qui a moins de 10 ans. Oui, enfin oui. 11, 8 et 6, oui. Entre 8 et 6, oui. Bon, ça va suffire. Ça va suffire. Pour eux, cela suffira, mais le 233 MMX vendu ici est sorti en juin 97. Il commence à dater. Pour ce prix, il n'y aura ni le modem d'accès à Internet, ni l'imprimante. Et pour les jeux qui passionnent les adolescents, le moteur de cet ordinateur sera insuffisant. Concernant la carte mère, on voit que là, elle possède des bus ISA et des bus PCI, qui sont des bus quand même d'ancienne génération. Maintenant, depuis quand même fin 97 et l'année 98, on a vu l'émergence du bus AGP qui permet donc d'accélérer les applications graphiques et le jeu. Le jeu qui de plus en plus requiert de puissants microprocesseurs. Quoi qu'il en soit, la guerre des prix a du bon pour les consommateurs. Et au Conseil des ministres ce matin, un projet de loi a été adopté étendant le bénéfice des chèques vacances à l'ensemble des salariés. Le texte vise en particulier les salariés des petites et moyennes entreprises qui jusqu'à présent n'en bénéficiaient pas ou très peu. Baisse de fréquentation des 96 établissements thermaux français l'année dernière. Le thermalisme cherche donc à se reconvertir dans les remises en forme pour séduire une clientèle non médicalisée. Mais pour ceux qui doivent subir des soins et user pour cela de leur semaine de congé, il faut tenter de combiner le nécessaire et l'agréable, et cela en famille. Nous avons ainsi choisi de suivre à La Roche-Posay, dans la Vienne, une famille qui n'a pas le choix, ce qui signifie pour les parents comme les enfants des horaires contraignants. Reportage Jean-Daniel Flézaquier, Nathalie Gallet. Allez, on y va. 6h30, le jour commence à poindre sur les bords de la Vienne. Joël réveille ses fils. Premier objectif, ne pas faire trop de bruit, car à côté,
son épouse et sa fille dorment encore. Se réveilleront quand elles seront le plus tard possible, comme ça elles dormiront le plus longtemps possible. On sera tranquille le plus longtemps possible. Ouais, c'est ça. 15 minutes plus tard, tous les trois sont fin prêts et habillés pour aller se déshabiller. Ils sont en effet curistes à la Roche-Posay, 3 semaines en août depuis 3 ans pour soigner leur eczéma. Et chaque jour, c'est le même parcours. Histoire de bien se réveiller, on commence par une douche filiforme, à 17 kg de pression. Deuxième étape, la pulvérisation, et enfin la récompense, le bain à bulles à 37 degrés. Il y a un aspect ludique qui est assez intéressant, et pour les parents, ça dédramatise un petit peu le problème de l'eczéma. Bain en couleur pour Stéphane, du permanganate pour désinfecter les lésions, l'eczéma, c'est tenace. Pour mon cas personnel, il n'y a pas vraiment d'amélioration, en ce sens que c'est le bout des doigts et les doigts ramassent un peu tout ce qui traîne, quoi. Pour les garçons, par contre, oui, c'est un effet bénéfique, c'est certain. Et l'air de la Vienne aussi leur fait du bien. Il est 15 h et le lever des potrons minés est déjà oublié. La cure, c'est que le matin, alors nous on a toute la journée pour s'amuser, tout et tout. Ouais, et en plus, et puis si on se lève tôt, de toute façon c'est bien, comme ça on finit la cure plus de bonne heure, comme ça après on a plus de temps. Et le temps libre, la famille sait l'employer. Il est 17 h, ils ont décidé d'escalader la tour du château du Grand Pressigny. Si on en croit les médecins, si on est bien dans sa tête, l'eczéma partira. Donc vous faites beaucoup de visites culturelles? Oui, avec ou sans eczéma. Joël, ouvrier d'usine, prépare un bac scientifique. Réussir son examen l'aidera sûrement à guérir son eczéma. En Écosse, le service orthopédique d'Édimbourg a mis au point un équipement électronique pour une prothèse articulée. La nouveauté réside dans le fait que cette prothèse est articulée de l'épaule jusqu'à la main. Ce serait évidemment une grande amélioration dans la vie quotidienne des personnes handicapées. Commentaire Benoît Thévenet. Dans une semaine, Campbell Aird compte faire du parapente. Une véritable renaissance pour cet homme, amputé du bras depuis 16 ans à la suite d'un cancer des muscles. Car Campbell bénéficie d'une réelle nouveauté technologique. À la différence de ce qui existait jusqu'à présent, cette prothèse permet à Campbell de lever le bras au-dessus de la tête grâce à un moteur d'épaule. Je me suis d'abord entraîné à faire des choses très simples. Planter un clou et l'enfoncer à coups de marteau, ou bien me baisser pour pouvoir nouer un lacet de chaussure. C'est à partir du courant produit par les muscles de l'épaule que de petits calculateurs électroniques sont activés. Ainsi, suivant l'impulsion donnée par Campbell à ses muscles, les différentes articulations vont se mouvoir dans un sens ou dans un autre. Mais les gestes les plus simples ne sont pas forcément les premiers maîtrisés. Campbell a déjà fait de la planche à voile. En revanche, il n'a toujours pas réussi, dit-il, à se gratter la tête. Début des championnats du monde de cyclisme sur piste à Bordeaux, aujourd'hui sur le vélodrome de Bordeaux-Lac. Vous l'avez peut-être suivi sur France 2, c'est sur France 2 et sur France 3 pour tous ces championnats du monde. L'équipe de France est largement favorite dans beaucoup de disciplines. Dès ce soir, une première médaille d'or, c'était quelques minutes avant ce journal, pour Arnaud Tournant dans l'épreuve du kilomètre. Et puis 2 autres Français dans quelques petits instants, Francis Moreau et Philippe Hermenot, qui sont qualifiés pour la finale du tournoi mondial de poursuite, donc 2 autres médailles à prévoir. Commentaire Alexandre Cara, Emmanuel Beck. 3, 2, 1, hop! Ça pourrait s'appeler Chronique des champions du monde annoncés. Des champions tricolores qui auront 5 jours à Bordeaux pour faire la différence avec le reste de la planète. Pour prouver qu'ils sont bien les plus rapides, que la piste aux étoiles, c'est aussi la piste aux médailles. À vrai dire, si l'on espère tant, c'est qu'il y a des précédents. 96 comme Atlanta, comme Florian Rousseau. Cette année-là, le cyclisme sur piste français montre bien qu'il est le meilleur. Médaille d'or pour Rousseau, or par équipe, l'or encore pour Félicia Ballanger, l'argent pour Philippe Hermenot. 97 comme un championnat du monde australien, une moisson de médailles, comme on n'en avait jamais vu de mémoire de cycliste. 6 titres mondiaux sur 12, 8 médailles au total pour l'équipe de France. Aux côtés de Florian Rousseau et Félicia Ballanger, Philippe Hermenot et Frédéric Magnier accèdent à leur tour à la plus haute marche du podium. Cette année à Bordeaux, les Français espèrent bien remettre ça. Champion du monde en titre
sont au top de leur forme, donc je crois que bon, la compétition n'est jamais gagnée d'avance, on a une concurrence qui est quand même très très près, ça se joue toujours au centième de seconde. Et ce soir, c'est bien parti pour les tricolores. En poursuite individuelle, chez les hommes, il y aura 2 Français en finale. Le titre de champion se jouera entre Philippe Hermenot, le tenant du titre, et Francis Moreau, le prétendant. Autant dire que ce soir, il y aura de l'or et de l'argent en poursuite individuelle. Mais sur la piste de Bordeaux, de l'or, il y en a déjà. En détrônant Shane Kelly, en remportant l'épreuve du kilomètre, Arnaud Tournant a inauguré le bal des champions du monde. Eh bien voilà, champion du monde, et puis dans quelques instants, donc peut-être 2 nouvelles médailles. Petit cadeau aussi dans la dernière page de ce journal, une visite en Alsace, à Rigvir. C'est une situation exemplaire, celle d'un petit village qui mise énormément sur le tourisme, avec ses bienfaits et ses inconvénients. Au bilan de fin de vacances, Rigvir cependant est gagnant. Reportage Éric Vastio, Marc Millet. Bienvenue à Rigvir. Venez en Alsace, je vous apprendrai à danser la polka piquée d'Alsace. Et oui, bienvenue à Rigvir. Avec plus de 2 millions de touristes, la ville médiévale a su tirer profit de son patrimoine. L'industrie touristique ici, tout le monde en profite. Le village compte 25 restaurants, soit plus de 2000 places assises. Et on trouve 230 chambres d'hôtel, sans compter les logements chez l'habitant. Ici, chacun peut espérer récolter les raisins du tourisme. Ça vous permet de gagner votre vie, de jouer dans la rue comme ça? J'ai mon petit magasin quand même. Dans environ 150 pays du monde, les gens ont ma cassette ou mon compact disque, ce qui n'est pas négligeable. Un petit village qui génère de grands bénéfices. Pourtant, la mairie assure ne pas tirer profit de l'industrie touristique. En dépit des différentes taxes et des 250 places de parking qui rapportent 1 700 000 francs par an à la commune, les comptes municipaux s'équilibrent juste. Gérer les touristes entraîne des investissements. D'ailleurs, certains administrés voient plus d'inconvénients que d'avantages à l'affluence touristique. C'est bien beau les touristes avec lui, mais c'est le problème de stationnement pour les gens qui travaillent ici. Avant il était gratuit, ils ont fait des travaux, maintenant on est obligé de payer pour ce gars. Ça vous ennuie? Pour les gens qui habitent Rigvir, oui, c'est plutôt embêtant. Le tourisme génère 250 emplois pour un village de 1200 habitants. Ce restaurant revendique plus de 200 couverts par jour. À Rigvir, les commerçants sont heureux, même s'ils restent discrets sur le chiffre d'affaires. Je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires, il est important. Le calcul est relativement facile à faire. Vous pouvez bien sûr pas le multiplier par 355 jours, mais il est de plusieurs millions. Sur la commune, le chiffre d'affaires total de l'hôtellerie et de la restauration est de 130 millions de francs. Mais c'est sans compter la trentaine de commerces en tout genre, de la boule neigeuse à la cigogne en peluche, gros succès pour les produits estampillés Rigvir. Le panier moyen se situe aux alentours cette année de 75-85 francs. En dessous de 100 francs, toujours, presque toujours. Donc ici le commerce, ça marche plutôt bien avec le tourisme? Nous ne nous plaignons pas. Enfin, nous, les boutiquiers, comme nos amis les vignerons nous appellent. C'est que Rigvir doit aussi son succès touristique à ses fameux vins d'Alsace. Certaines maisons vendent jusqu'à 100 000 bouteilles sur place, un chiffre d'affaires bien plus important que celui du tourisme. Décidément, à Rigvir, on a su faire de l'or à partir d'un peu de terre et de quelques vieilles pierres. Voilà, et profitez-en, les vacances ne sont pas terminées tout à fait pour tout le monde. Je vous rappelle à la fin de ce journal que M. Philippe Seguin, le président du RPR, interviewé ici en direct, a exprimé son souhait de faire appel au Premier ministre pour qu'il légifère à nouveau s'agissant du financement des partis politiques, hors bien sûr les cas d'enrichissement personnel. Dans un instant, la météo avec Nathalie Réouet et puis Charles Aznavour dans la série Le Serment de Baldi. À 0h40, Bruno Roger-Petit vous présentera le dernier journal. Demain, dans les 4 vérités, le professeur de droit public Guy Carcassonne répondra aux questions d'Emmanuel Vanier à 7h50 à propos donc de l'affaire Juppé. À demain 20h, bonsoir, merci.